Bonsoir. Dans leur salle d'attente ou dans leurs cabinets médicaux, ils sont de plus en plus souvent victimes d'agressions. C'était des menaces de mort, c'était des menaces sur ma propre famille, sur mes enfants, sur ma femme. Pour une ordonnance, un médicament, un mot, tout peut déraper. À son passage, il me met un coup de poing au visage. Généraliste ou urgentiste, comment les médecins font-ils face à cette violence? Docteur Courage, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Vous découvrirez aussi que certains écoquartiers des maisons soi-disant écologiques ne tiennent pas toujours toutes leurs promesses. Nous irons enfin en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Là-bas, les enfants se retrouvent pris au piège, forcés à travailler dans des plantations clandestines. Et si médecin généraliste devenait un métier à risque? En un an, plus de 1000 professionnels de santé ont déclaré avoir subi des violences, souvent à l'intérieur même de leur cabinet. C'est un record. Aujourd'hui, une attente trop longue ou un refus de prescription peuvent déclencher des insultes, des coups, des consultations banales qui dérapent et des médecins qui se sentent désormais obligés de se protéger avec des méthodes plutôt surprenantes. Vous allez le voir. Docteur Courage, c'est un reportage de Robin Braquet, Mathias Garnier et Giannicolo avec Bangoumi. Donc là, aujourd'hui, on va voir quelques gestes qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir désamorcer le sujet agressif. D'accord? C'est-à-dire, je vais aller chercher le tranchant de sa main. Des soignants entraînés au combat, comme des policiers. Alors quel est le pas que j'ai fait? Je me suis toujours mis en sécurité. J'ai toujours un air naturel mais les bras montés. D'accord? Et je vais faire le pas de l'escrimeur. Au CHU de Limoges, médecins, infirmiers, brancardiers apprennent des gestes d'autodéfense. En France, ils sont déjà 4000 à avoir suivi cette formation pour se protéger des patients violents tout en évitant de les blesser. On va venir chercher le poing et on va tirer avec notre corps et ça pourra nous libérer. On va reprendre une distance de sécurité pour pouvoir redialoguer avec le patient. Merci. C'est quelque chose de fréquent Oui, de plus en plus. La violence, ouais, de plus en plus. Tout paramédicaux, même les standardistes, les secrétaires ressentent la violence de plus en plus. Soit verbale au début et après ça devient physique. Le docteur Sardin, 61 ans, est l'un des premiers médecins français formés à l'autodéfense. On va voir si je garde quand même des choses. Pour lui, il y a les gestes techniques. Un petit cisaillement sur le muscle triceps. Voilà. Bon. Donc, on écarte, c'est instinctif. Hein. Mais ce qui compte le plus, c'est l'attitude du soignant. En fait, les gens, quand ils sont très énervés, ils cherchent un souffre-douleur. Et si mentalement, déjà, si vous ne vous présentez pas comme quelqu'un qui peut être agressé, comme un faible, eh bien les gens vont déjà se calmer. Pour les cas extrêmes, le CHU de Limoges a même breveté ce bouclier ultra résistant. Il est fait de la même matière que les gilets pare-balles. Il y a 3 feuilles de Kevlar dedans pour éviter que les couteaux ne transpercent. Donc, on va venir envelopper le patient, mettre les scratchs et là, du coup, on peut l'utiliser après comme transport. D'accord? On y va doucement. Près de 20 000 agressions à l'hôpital en 2017, une toutes les 30 minutes. Et cette insécurité explose aussi à l'intérieur des cabinets libéraux. L'an dernier, 1000 médecins y ont été agressés. Un record. Des généralistes et des spécialistes dont l'autorité est désormais contestée par des patients qui perdent leur nerf à la première contrariété. La Bourgogne, un quartier difficile de Tourcoing, dans le nord de la France. Depuis 15 ans, Bertrand Legrand y est généraliste avec sa femme.
d'entrée, un détail donne une idée de l'ambiance. Les vitres du cabinet sont blindées. Vous voyez là, en fait, c'est là qu'est arrivé le parpaing, en fait, juste là, et qui a touché la vitre. Heureusement qu'il était blindé. Si je ne l'avais pas fait, la vitre elle aurait explosé dans mon dos et j'aurais reçu le parpaing. Puis, enfin, je ne sais pas si vous voyez la distance, mais le gars était quand même assez musclé pour balancer un parpaing de la rue jusque là. Ça fait poum. J'ai cru que c'était un coup de feu dans le quartier. Et en fait, c'était le parpaing qui était arrivé dans la vitre, quoi. On imagine que quelqu'un n'avait pas dû avoir ce qu'il fallait, comme il fallait. Je ne sais pas. Le ton est détaché. Visiblement, le docteur a le cuir épais. Il nous raconte une altercation récente. Un patient avait agressé sa secrétaire et il refusait de s'excuser. Il n'a pas voulu sortir, il était insultant, il était menaçant. Et donc du coup, j'ai dû finir par en arriver à appeler la police. Et sitôt j'avais raccroché, ouais, c'était reparti. C'était remenace. Donc là, clairement, c'était des menaces de mort. C'était des menaces sur ma propre famille, sur mes enfants, sur ma femme. Enfin, c'était vraiment lourd. C'est pas simplement un coup d'énervement, c'est pas un coup de sang, quoi. C'était quelque chose d'assez froid. Et donc du coup, c'était quelque chose de dangereux. Bertrand Legrand déposera une main courante, la routine. Avec sa femme, également médecin au cabinet, ils l'ont fait 6 fois. Quelqu'un avait tout simplement étalé des excréments sur mon capot, côté conducteur. Voilà. Ma femme a fait face à un individu qui était violent, qui l'a menacé, qui l'a touché. Il me provoquait en me demandant de venir et qu'il allait me péter la gueule. Voilà. Ça a été. Le couple de généralistes reçoit jusqu'à 90 personnes par jour. Rythme soutenu, style direct. Au suivant. Bertrand Legrand tutoie tous ses patients. Je te laisse monter sur la balance et puis tu peux t'allonger sur la table. C'est bon, le plus dur est passé. C'est bien, t'as été courageux. Suivant. Entrez. Je t'écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, le vaccin pour la grippe. Ici, comme partout en France, c'est souvent le temps d'attente qui déclenche les tensions. Alors, depuis la rentrée, les Legrand ont revu leur organisation. Ils ont arrêté de recevoir sans rendez-vous. Les consultations sont limitées à 5 par heure, par médecin. Il faut prendre son ticket. C'est marqué sur la porte d'entrée. On met en place des tickets et avec le ticket, on a l'avantage de pouvoir prévenir le patient de l'heure à laquelle il va être pris et sur une tranche horaire. Une baisse de la violence qui est tout à fait palpable, hein. C'est vrai que moi, ça fait maintenant depuis le retour des vacances qu'on a mis en place, j'ai eu peut-être que 3 ou 4 conflits en 1 mois et demi, donc c'est pas beaucoup pour moi, c'est très faible. Ça semble beaucoup pour nous. Oui, non, c'est pas beaucoup du tout, c'est tous les jours sinon. Donc non, là c'est beaucoup mieux. Les tickets ont-ils vraiment sonné la fin des embrouilles? À l'accueil, Malika, la secrétaire, est très vite en rupture de stock. C'est pour un ticket, c'est pas la peine, il n'y en a plus. Demain. Demain matin, 8h. La personne suivante, s'il vous plaît. Alors que nous filmons à l'extérieur, le micro du docteur Legrand va capter une dispute à cause de l'attente. Personne ne va faire les règles avant moi. C'est pas toi qui es là avant. On prend un numéro et on passe dans l'ordre du numéro. Je vois pas où est le souci. Un patient affirme avoir été doublé. C'est moi qui fais les règles. Donc, c'est comme ça. Qui passe le matin et prend un numéro, c'est bien ça. Oui, et après je les vois dans l'ordre. Donc maintenant, si je dois commencer à faire la police parce que vous n'êtes pas capable de vous tenir, on va arrêter. C'est tout. Donne des trucs dans l'ordre, je suis désolé, j'étais là avant lui. C'est pas toi. Il prend à partie la secrétaire. Le ton monte. Ça suffit. Vous attendez en bas et vous arrêtez d'emmerder le monde. J'aimerais bien avoir du calme. Merci. Dans la salle de consultation, le docteur Legrand rappelle son patient à l'ordre. Vous savez le nombre de personnes que je vois? Et quand est-ce que ça va percuter là-haut, quoi? Tu comprends? Il y a une colère qui existe chez nous, médecins. Moi, ma femme, on en a ras-le-bol de trucs comme ça. C'est insupportable. Je fais ce que je peux. Mais si vous me foutez un bordel monstre dans ma salle d'attente, c'est simple, moi je me barre et c'est fini. D'accord? Allez, on oublie ça et on passe à autre chose.
À la sortie, le patient réitère ses plaintes, à la manière d'un client mécontent. Il y a des systèmes qui ne respectent pas. C'est normal que c'est le bordel après. Faut déjà que c'est pas facile ici parce que tout le monde qui vient, t'entends pendant je sais pas combien de temps, du matin au soir. Ben, nous aussi on est en attente, on est malade, on est ceci. C'est compliqué aussi pour nous, faut dans les deux sens. À l'intérieur, le médecin débriefe l'incident avec sa femme. Le dernier patient, c'était un peu chaud. Il y a eu une altercation entre le précédent et puis lui pour une histoire de ticket. Et après, c'est parti en cacahuète. En fait, c'est une forme d'intimidation. C'est-à-dire que vous avez un individu qui arrive et qui, même s'il ne s'en prend pas directement à moi, essaye d'instaurer ses propres règles dans mon cabinet. Le médecin, il est libéral, donc il vient chez un cabinet qui est privé. Et les règles, moi, je les fais appliquer. Et c'est quelque chose d'essentiel dans un rapport de force comme ça. Et c'est pas votre boulot de faire la police comme ça? Alors, c'est pas le travail qu'on nous apprend à la faculté. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir qui serait inné. Vous me prenez, moi, vous me mettez dans une zone bourgeoise, je pense que j'aurais beaucoup de mal de travailler parce que je serais trop direct. J'ai une personnalité qui permet de soigner des gens dans cette situation-là. Le quartier de la Bourgogne a perdu 5 généralistes en 15 ans. Départ anticipé, retraités non remplacés. Les médecins fuient ce secteur défavorisé. Les Legrands sont les 2 derniers, les 2 seuls pour 8000 habitants. Tous les jeudis après-midi, les visites à domicile sont un rituel, un instant de répit. Bonjour Madame Lahousse. Hop, alors je vous écoute, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai des crampes pour des os. Et ça dure depuis combien de temps? Pas de fièvre, pas de frisson, pas de chaud-froid? Non. Ok. Le domicile, c'est vécu comme une zone de relâche pour le médecin. On a plus de temps, donc c'est vrai que c'est plus souple, quoi. C'est quelque chose de plus agréable. Au revoir Valina. Ces patients connaissent ces conditions d'exercice. Bonjour Madame Chabi. Oui, c'est le docteur. Ces agressions ont été relatées dans la presse locale. Il a même bénéficié, pendant 15 jours, d'une protection policière. Monsieur, vous, ça vous surprend pas qu'il y ait des violences chez les médecins? Bah si ça me surprend, bah oui. On peut plus exercer son métier comme ça normalement, quoi. C'est exactement ça, c'est fou. C'était une Kalachnikov pour venir ici. Je sais pas si c'est une bonne solution. Il y a du courage alors, le docteur Legrand. Ah bah oui, il y a bien du courage. C'est le seul qui reste dans le coin, je crois. Ah oui, c'est vrai. Il ne reste plus qu'un cabinet. Et il a de l'humour aussi. Ah, moi, de mon côté, je peux rien faire. Je pensais que vous alliez vous lever pour venir me défendre. Je suis déçu. J'aurais bien aimé. Mais ça va être compliqué. Hop. Monsieur Decodu, bon courage. Alors, qu'est-ce qui retient le docteur Legrand? Sans doute ses attaches familiales. Quand il était enfant, son grand-père était pharmacien dans le quartier. Et dans les années 70, son père y a ouvert un cabinet de médecine. Je me suis installé avec mon père pendant toute une période, avant qu'il prenne sa retraite. Donc c'est un quartier que je connais très bien. C'est un quartier où ma sœur est née. Voilà, c'est vraiment le quartier que je connais probablement le mieux dans Tourcoing. Ma vie est ici, mes racines sont ici. C'est bizarre, mais c'est une sorte de devoir. J'aurais du mal à abandonner le quartier. Jamais je lâcherai, quoi. Voilà. L'insécurité des médecins préoccupe de plus en plus le Conseil de l'Ordre. C'est le docteur Boissin qui est chargé de cette question. Bonjour Anne-Marie. Bonjour docteur Boissin. Il reçoit des fiches de signalement rédigées par les victimes d'agressions. Le plus souvent, la colère éclate quand le médecin refuse de prescrire ce que demande son patient. Bon, là, c'est un refus d'arrêt de travail. Le patient, pour se venger, est allé détruire la plaque professionnelle du cabinet. Des insultes, des menaces. Il est rentré avec perte et fracas dans son cabinet. Atteinte à ma réputation et à celle de ma famille. Harcèlement, violence armée, blessures, insultes, agressions sexuelles, menaces,
de mort. Toute la violence de la société atterrit désormais dans les cabinets médicaux. Avec ces signalements, le docteur Boissin publie chaque année une étude sur la sécurité des médecins. Pour la première fois, le cap des 1000 agressions a été franchi. Les 3 régions qui signalent le plus d'incidents, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Le département le plus touché, c'est le Nord, avec 108 agressions. Des données sans doute en deçà de la réalité. Selon le docteur Boissin, seul 1 médecin sur 5 déclarerait son agression. Dans quel environnement ont-elles lieu? D'après l'étude, 53% des faits se déroulent en centre-ville, 21% en banlieue et 13% en milieu rural. Les médecins concernés sont à 61% des généralistes, à 39% des spécialistes. Nous montrons au docteur Boissin l'altercation dont nous avons été témoins à Tourcoing. Ça suffit. Vous attendez en bas et vous arrêtez d'emmerder le monde. J'aimerais bien avoir du calme. Merci. Là, je vais réagir là. La première réaction que j'ai, le médecin garde son sang-froid devant cette agression qui est quand même violente. La deuxième réflexion, c'est qu'il a essayé de résoudre le problème en mettant des tickets. Mais vous imaginez ce confrère, comment exercer après une telle agression? Il lui faut 3 quarts d'heure pour s'en remettre. Des accrochages courants selon lui. Les patients d'aujourd'hui se comporteraient comme des consommateurs pressés dans un supermarché. On est dans l'époque de l'immédiateté. Les patients ne veulent pas attendre, estiment qu'ils ont beaucoup de droits, un peu moins de devoirs. Ils ont droit à un arrêt de travail, ils ont droit à un certificat immédiatement quand ils en ont besoin. C'est l'évolution un peu négative de la mentalité de la société. On ne pense pas aux autres. Alors que nous, médecins, on est dans l'image inverse, c'est-à-dire on pense aux autres avant soi. Le médecin serait donc une figure morale désacralisée, de plus en plus vulnérable. À Dunkerque, Claire-Marie est encore sous le choc de l'agression qu'elle a subie il y a 1 an. Pour surmonter son traumatisme, elle a décidé de poursuivre son patient en justice, une démarche rare. Se faire frapper comme ça n'est pas un acte anodin et de surcroît sur son lieu de travail. Donc voilà, je voulais pas que ça reste sans suite. Parce que pour moi, ça aurait été comme banaliser cet acte. À l'époque, 2 autres médecins de Dunkerque venaient d'être agressés. Elle était la 3e en 6 mois. Elle assurait un remplacement dans ce quartier tranquille du centre-ville. Le cabinet est aujourd'hui fermé. Le jour de l'agression, Claire-Marie enchaîne les consultations jusqu'à tomber sur un patient contrarié de ne pas avoir affaire à son médecin traitant. Je l'ai salué, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas répondu. Et là, je l'ai vu en s'asseyant jeter sa carte vitale sur le bureau. Je le salue une 2e fois en lui demandant ce qu'il amenait. Et en fait, il a attendu que je m'assieds pour me dire que j'avais des questions stupides. Et puis là, il continue en me disant mais de toute façon, je ne vous aime pas. Et puis, arrêtez d'être plus bête que vous ne l'êtes déjà. Bon. Là-dessus, j'ai repris sa carte vitale et je lui ai rendu. Je lui ai dit écoutez, je suis pas là pour me faire insulter, donc on arrête là, quoi. Et c'est en ouvrant la porte, en lui tenant la porte, qu'à son passage, il me met un coup de poing au visage. Jamais on s'imagine que quelqu'un va vous porter un coup. Le rhume s'est passé ou vous toussez encore un petit peu? C'est vrai que c'est la rentrée. Claire-Marie continue ses remplacements dans d'autres cabinets de Dunkerque. Bon, comme ça, à votre aise. Après cet événement, ses idéaux de jeune soignante ont volé en éclats. Et ses projets aussi. Elle voulait s'installer seule, elle veut désormais exercer avec d'autres médecins. Je vous fais mal là. Demain,
Elle affrontera son agresseur au tribunal. Vous vous sentez comment à la veille du procès? Un peu d'appréhension quand même. Mais bon, je serai accompagnée de mon avocat. Il y aura l'avocat du Conseil de l'ordre avec moi. Je serai pas toute seule. Qu'est-ce qui serait une mauvaise condamnation pour vous? La relaxe. Parce que ça voudrait dire pour moi qu'il ne s'est rien passé. Nous avons rencontré l'homme qu'elle accuse de violence. Un chômeur sans histoire d'une 50aine d'années. Pour lui, c'est la généraliste qui a été agressive et qui a refusé de le prendre en charge. Elle a claqué la porte. Elle m'a dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» J'ai dit « Écoutez, je viens pour mon traitement habituel. » Et puis elle m'a regardé bizarrement. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et puis, elle a acheté ses lunettes. Elle m'a dit « C'est quoi le problème ?» Moi, je dis « Écoutez, c'est vous. » Et puis le temps est monté. J'ai perdu le contrôle. Pas de moi-même, de mes propos. Et là, je lui ai dit « Vous êtes folle. Vous n'êtes pas mon médecin traitant. Mon médecin traitant, c'est le docteur P. » Elle refusait de m'ausculter. Et elle était arrogante. Pour moi, c'était clair qu'elle cherchait des problèmes. En substance, il estime avoir été pris de haut par le médecin et aurait refusé de se soumettre. Il nie lui avoir donné volontairement un coup de poing. C'est possible que ma main gauche est partie sur ce genou gauche, parce que j'ai voulu la repousser. Je le reconnais, c'est possible. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Donc là, c'est tout ce que je peux vous dire. Quelle peine l'agresseur présumé encourt-il? La loi est très claire. Frapper un médecin, ce n'est pas frapper n'importe qui. Comme pour les policiers, comme pour les pompiers, comme pour les enseignants, le fait de s'en prendre à un médecin, c'est une circonstance aggravante. Cela devient un délit qui est passible d'emprisonnement en l'espèce. Pour le cas qui nous concerne, c'est 3 ans d'emprisonnement qui est encouru. Si le médecin a moins de 8 jours d'interruption totale de travail, comme Claire-Marie, l'agresseur encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Si le médecin est arrêté plus de 8 jours, l'agresseur encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Rien ne justifie la violence et rien ne justifie la violence contre les médecins et contre les personnels médicaux. En juin dernier, dans le département du Nord, une condamnation exemplaire a été prononcée. Les faits ont eu lieu à l'hôpital de Tourcoing en 2016. Ils ont ému tous les soignants du pays. 3 médecins ont été agressés aux urgences avec un degré de violence sans précédent. Nous avons récupéré des documents inédits sur cette affaire. Sur ces images de vidéosurveillance, des voitures civiles entrent dans le sas normalement réservé aux ambulances. 15 personnes d'une même famille accompagnent un homme de 80 ans en fauteuil roulant. Il vient de faire un malaise. Il est tout de suite emmené en salle d'observation, derrière l'accueil. La famille vient avec lui, ce qui est interdit. Ici, une infirmière demande à l'un de ses fils de sortir. L'homme a la casquette rouge. Mais il va revenir. Quand le médecin arrive après plus d'1 heure, elle demande à tout le monde d'évacuer les lieux. On m'a tutoyé et on m'a dit « T'es docteur, tu le vois, tu fais ton travail ». Ils ont commencé à m'insulter en ces termes « Connasse, salope » et j'en passe. Je suis retournée dans la rotonde pour ne pas rester au milieu de 10 personnes. Nous avons parlé au téléphone à l'un des agresseurs, l'homme à la casquette rouge. Là encore, il explique que le temps d'attente a déclenché sa colère et celle de toute sa famille. Donc ils vont ouvrir la porte au cabinet des infirmiers, médecins et tout, et ils voient la maîtresse boire un verre avec ses collègues. Et elle est en train de boire un café, normal. Pourquoi elle va boire un café? Bon alors qu'elle venait, elle dit « c'est mon père ». L'un des fils du patient s'en prend alors physiquement à la médecin. Celui qui avait une capuche rouge m'a tiré les cheveux en me baissant la tête. Je me souviens que je suis restée un petit peu de temps comme ça, courbée. Je me rappelle leur avoir dit « Vous êtes des cinglés, arrêtez, arrêtez !» Il y avait comme une bataille de saloon. On ne savait pas qui parlait, à qui étaient les pieds et les mains.
Dans la mêlée, un autre médecin est roué de coups par plusieurs personnes, dont l'homme à la casquette rouge. Lui, il m'a vu arriver vers lui, il m'a mis un coup de pied. Tu vois, tout ça pour se défendre. Je ne comprends pas se défendre une fois. Et quand il m'a mis le coup de pied, ben, c'est pieds dans les mains. Je n'ai pas fait ce combat, il a sauté de me freiner à pousser tout le monde. Il ne serait jamais arrivé tout ça. Tout ça ne serait jamais arrivé. Bilan, 3 médecins blessés, des touffes de cheveux arrachées, des lèvres fendues. La police embarque 3 membres de la famille. Ils seront condamnés à des peines de prison. La plus forte reviendra à l'homme à la casquette rouge, déjà connu de la justice. 18 mois de prison, dont 8 fermes. Quant au vieil homme, il restera 5 jours en observation après son malaise. Depuis l'incident, le niveau de sécurité a été relevé à l'hôpital de Tourcoing, avec notamment de nouvelles portes et de nouvelles caméras. Partout en France, les hôpitaux renforcent la vidéosurveillance. Mais cela ne dissuade pas toujours les agresseurs. Été 2017, dans le hall d'accueil de l'hôpital de Gonesse, près de Paris. Ces images impressionnantes montrent une bagarre générale. Elle se poursuit à l'extérieur de l'établissement. Un brancardier et une infirmière seront blessés. Si les grands hôpitaux peinent à contenir la violence, les petits cabinets, sans vigile ni caméra, ne sont-ils pas encore plus exposés? Un fait divers a marqué les esprits. À la une, en région Centre Val-de-Loire, un médecin de Nogent-le-Rotrou retrouvé tué dans son cabinet médical en fin de matinée. Le praticien aurait été agressé à l'arme blanche. Le docteur Patrick Rousseau a reçu 48 coups de couteau, portés au cou et au visage. Le meurtrier présumé, l'un de ses patients, est rapidement interpellé. Pour tous les médecins français, la victime devient un symbole. Patrick Rousseau exerçait dans ce cabinet depuis 30 ans. Les lieux sont toujours sous scellés. Marie-Carmen Rousseau, la veuve du médecin, ne se remet toujours pas des circonstances atroces du décès de son mari. Ce sont des photos de vacances ou de cérémonies à un mariage. Voilà, qui sont des photos qui sont importantes pour moi. Il avait 3 filles et 4 petits-enfants. Celle-ci, voilà, c'est mon mari avec un des garçons, parce qu'ils aimaient bien faire un petit peu la bagarre régulièrement, surtout le dimanche matin. À 64 ans, le docteur Rousseau a été assassiné à quelques mois de la retraite. On allait fêter nos 40 ans de mariage, ouais. Donc voilà, ça c'est une étape qui est loupée. Automatiquement, c'est sûr. J'ai plus de repères, moi. Ça, c'est un peu difficile. Mais bon. Le meurtrier présumé est actuellement détenu en psychiatrie à la prison de Fresnes. Il a été déclaré irresponsable, un statut sur lequel les magistrats doivent de nouveau se prononcer. S'il est confirmé, l'homme sera interné, mais il n'y aura pas de procès. Le pire scénario pour la veuve du médecin, qui continue d'espérer une sanction. Il y a une violence en moi et une haine, hein. Je ne le cache pas, parce que je me dis pourquoi. Et ça, c'est des réponses qu'on n'aura peut-être jamais. 3 jours après la mort du docteur Rousseau, les habitants de Nogent-le-Rotrou ont défilé pour lui rendre hommage. Devant son cabinet, nous retrouvons 6 de ses anciens confrères. Ils ont fait ériger une stèle. Et le square a été rebaptisé à son nom. L'Eure-et-Loire est l'un des départements qui compte le moins de médecins par habitant. La mort tragique du docteur Rousseau rappelle à ses anciens confrères à quel point ils sont isolés et démunis.
Après cet événement terrible, moi j'ai quand même eu quelques jours, voire quelques semaines où j'ai pas été le même, c'est-à-dire pas aussi serein dans mon cabinet. Et j'ai aussi consulté 3-4 jours avec un couteau dans mon tiroir, vous voyez, j'ai eu quand même... Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce geste. Bon, je suis bien sûr jamais servi, puis après j'ai trouvé ça un peu idiot et je n'ai pas éprouvé le besoin par la suite de me sécuriser. En fait. Moi, ça me semble inconcevable d'avoir un vigile devant l'entrée de mon cabinet. C'est même pas pensable, quoi. Hein. Quand on exerce notre profession, on est totalement dévoué à nos patients. Tous nos sens sont mis en éveil. Et il n'y a pas de place pour ça, pour une réflexion sur notre propre sécurité. Comment rassurer ces médecins libéraux qui travaillent sans protection, parfois au contact de patients instables? À Limoges, une cinquantaine de praticiens testent depuis l'été un dispositif unique en France. C'est le docteur Rouchot qui l'a inventé. En cas d'urgence, un bouton à presser, discrètement, qu'il a accepté de nous montrer. Il envoie directement un message géolocalisé au secours. Le petit bouton, il est tout petit, hein, donc effectivement, il peut tenir facilement, que ce soit dans une poche, la poche sur le côté. Pour éviter qu'il y ait des manipulations par inadvertance, donc on fait un double clic. Mais déjà, le médecin, lui, se sent un peu rassuré. Il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir. Donc déjà, on a le temps de négocier, de parler, La peur est peut-être moins grande. Le docteur Rouchot a déjà testé son système avec le commissariat de Limoges et le SAMU. En cas d'agression, les policiers peuvent intervenir en moins de 8 minutes, partout dans la ville. D'ici quelques mois, tous les médecins de l'agglomération pourront être équipés gratuitement du bouton poussoir s'ils le demandent. Le docteur Rouchot démarche ses confrères comme un VRP. Allez, je te dérange pas. Donc en fait, c'est un truc tout bête, hein, c'est un petit bouton, voilà, c'est gros comme ça. Le docteur Bouet, généraliste, est convaincu. Ça peut être extrêmement intéressant. C'est quelque chose de suffisamment discret pour être actionné sans avoir de crainte de la personne qui est en face, qui elle aurait pu très bien avoir sa fureur décuplée par le fait que je prenne mon téléphone. Ce médecin a lui-même été confronté à la violence. Ce jour-là, il rendait visite à un patient schizophrène. Ce jeune homme était habité par les esprits et il est arrivé en disant « je vais te tuer ». Et donc il a frappé la voiture, il m'a frappé au bras, et il m'a blessé. Il a été blessé. Et par la suite, il m'a mis la hache sous le cou en disant « les anges sont avec moi, je vais te tuer ». Et c'est là où vraiment on voit sa vie défiler à toute vitesse et ça c'est difficile. Il a porté plainte contre son patient. Instruction en cours. À Dunkerque, c'est aujourd'hui qu'est jugée l'agression de Claire Marie. La jeune généraliste est représentée par 2 avocats. Le sien et celui dépêché par l'ordre des médecins. L'agresseur présumé se défend tout seul. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Les échanges sont tendus. Levez-vous, monsieur. Vous avez la parole pour votre défense. Si c'est la parole d'un médecin contre un chômeur, si c'est ça votre justice, moi j'ai rien à dire. Est-ce que vous lui avez porté un coup de poing au visage? Non, je le jure. Si je lui avais donné un coup de poing, je pense qu'elle aurait été en plus mauvais état que ça. Elle aurait eu un arrêt de travail. À la sortie, Claire Marie a le sourire. Ouais, ça va. C'est passé. Le jugement a été rendu à l'issue de l'audience. Le patient est condamné à 4 mois de prison avec sursis et 300 € d'amende. Il devra verser 1 € symbolique à Claire Marie, ce qu'elle avait demandé. Elle est soulagée. Ah, je suis soulagée, oui, oui, oui.
Aujourd'hui, seul un tiers des médecins agressés décident d'engager des poursuites, faute de temps ou par peur de représailles. Gérard Kierzek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin et urgentiste, vous exercez à l'Hôtel-Dieu, à Paris. Vous connaissez très bien ces phénomènes de violence à l'encontre des soignants. On regarde ces chiffres, plus de 1000 médecins agressés en un an, ça fait au moins 3 par jour, des médecins généralistes, sans compter les 22 000 signalements de violence dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Comment vous expliquez ce chiffre ? Et essentiellement dans les services d'urgence, dans les hôpitaux. J'explique, la médecine, c'est devenu un peu une consommation. Nous, on parle de, vous savez, les fast-food, c'est la fast médecine, quoi. C'est de la médecine de consommation, de la médecine de supermarché. Et les gens ne supportent plus, par exemple, d'attendre, ne supportent plus d'avoir un cadre. Or, l'hôpital ou le médecin généraliste, il y a une salle d'attente, il y a un cadre. C'est en fonction de l'urgence chez nous, c'est en fonction de la gravité, bien sûr. Et bien, tout ça, c'est une intolérance à cette autorité-là qui se manifeste. Si vous rajoutez à ça, de l'autre côté, des problèmes d'organisation de l'hôpital, de concentration de services d'urgence de plus en plus débordés, eh bien, vous avez là une espèce de cocotte minute où la tension monte et peut déborder relativement rapidement. Alors justement, vous qui exercez aux urgences au quotidien, vous avez une garde d'ailleurs ce soir. Qu'est-ce que vous vivez concrètement ? Alors, ça peut être une tension dans une salle d'attente, par exemple. Ça commence par là, c'est-à-dire que cette tension-là, et c'est à ce moment-là qu'une manière préventive, il faudrait faire descendre cette tension-là. On a parfois un peu de mal parce qu'on n'a pas le temps, on est occupé sur d'autres malades, mais ça commence par le personnel d'accueil qui va nous dire attention, ça monte, il y a tel patient qui est peut-être stressé, qui a peut-être mal, ou une famille qui arrive qui est un peu trop présente. C'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est la violence verbale. C'est une famille qui va vous interpeller, qui va dire mais regardez, ça fait 2 heures que j'attends, qu'est-ce qui se passe, ou telle personne est passée avant moi. Donc là, il faut là aussi faire preuve de pédagogie pour expliquer pourquoi l'infarctus va passer avant l'entorse de cheville. C'est parfois compliqué à faire passer. Et puis le troisième stade, j'allais dire, c'est la violence physique où il faut toujours garder en arrière-pensée, est-ce que c'est la douleur, est-ce que c'est une pathologie psychiatrique, est-ce que c'est l'alcool ou est-ce que c'est tout simplement une véritable agression ? Alors on a vu dans notre reportage des médecins qui prennent des cours d'autodéfense ou alors qui installent des boutons d'alarme dans leur cabinet. Franchement, il y a 10 ans, on n'imaginait pas du tout ça. Oui, ou en tout cas, c'était sous-déclaré, parce que les chiffres que vous donnez sont des chiffres justes, mais probablement sous-estimés. Et si on déclarait tout, on serait probablement surpris des résultats. Il y a 10 ans, il y avait une violence. C'est vrai que cette violence, elle a tendance à augmenter pour 2 raisons. La première, c'est que les gens de plus en plus consomment, vous savez, ces plateformes, on consomme du médecin, on prend un rendez-vous, on jette le médecin, on prend un autre rendez-vous ailleurs. Les urgences, c'est la même chose. On va faire un peu de la consommation. Et je ne stigmatise jamais, je ne condamne jamais les patients qui viennent aux urgences, parce qu'on vient jamais pour rien. Mais il y a cette espèce de consommation. Et puis de l'autre côté, on a des hôpitaux qui sont concentrés, qui ont de plus en plus de difficultés d'organisation, de moins en moins de lits, donc des temps d'attente qui explosent. Et ça explique aussi une part de violence. Cette violence qui déboule dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux, comment est-ce qu'on peut imaginer la juguler? C'est quoi les solutions? Alors, les boutons d'alarme, pourquoi pas? Parce que ça permet d'avoir un peu, comme quand on a une ligne directe avec le commissariat, et très souvent dans les services d'urgence, on appelle rapidement la police. Mais en tout cas, les techniques d'autodéfense, comme on a vu, de Krav Maga, il ne faut pas qu'on se substitue à des policiers, il ne faut pas qu'on s'arme, par exemple. Il y a des exemples aux États-Unis, dans des États ou dans les services d'urgence, par exemple, vous avez des infirmiers, des personnels paramédicaux qui ont des tasers, par exemple. Non. Je pense que c'est une confusion des genres qui aggraverait les choses et qui ferait une confusion entre la blouse blanche et le policier. Il y a encore un respect de la blouse blanche, il y a un rôle de pédagogie, il faut qu'on arrive à la juguler par le dialogue, mais ça c'est de l'humanité, c'est du temps malheureusement qu'on a de moins en moins dans les hôpitaux. Alors on va regarder une image, celle de ce jeune interne, il s'appelle Nicolas Perola, il a été frappé et blessé au visage aux urgences pédiatriques de Gonesse dans la nuit du 25 au 26 décembre dernier, il a eu le nez cassé. Son agresseur a été jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 10 mois de prison ferme. Pour vous, est-ce que ça c'est une condamnation exemplaire, pour que les gens comprennent? En tout cas, il faut qu'il y ait une tolérance zéro. Et nous, quand ça dépasse certaines bornes, on porte plainte, on accompagne les équipes pour porter plainte. Et ce sont des circonstances aggravantes. Donc, il faut qu'effectivement, les gens qui sont prévenus dès la salle d'attente, il y a une petite affiche en expliquant, attention, il y a des circonstances aggravantes si vous insultez ou vous frappez, etc. Et donc là, il y a une condamnation qui est exemplaire, qui est rapide aussi, puisque c'était la fin de l'année dernière. Et je pense que c'est vraiment nécessaire, de façon à ce qu'il y ait une tolérance zéro et qu'il n'y ait plus d'impunité sur ces gestes-là. En 2 mots,
Martin Hirsch, le patron des hôpitaux publics de Paris, a annoncé un grand plan pour lutter contre les incivilités qui passe par l'installation de 1500 caméras de vidéosurveillance. Est-ce que c'est une bonne réponse, d'après vous, les caméras de vidéosurveillance dans les hôpitaux? Les caméras de vidéosurveillance ne changeront rien à la violence parce que les incivilités, qu'est-ce qu'on va faire avec les caméras? D'abord, c'est de l'argent qui est mis là et qui n'est pas mis ailleurs. Et il pourrait être mis ailleurs, notamment sur des lits ou sur des postes infirmiers ou aides-soignants qui permettraient de diminuer la violence. Et les techniques, c'est plutôt des techniques de déescalade, comme on dit en termes de gestion des violences, plutôt des techniques soit de constatation à partir des vidéos, et puis qui vous mettez derrière la vidéo, et puis qu'est-ce que vous faites l'étape d'après? Vous mettez des vigiles armés, vous voyez bien qu'on est dans une escalade de violence, alors qu'on ferait mieux de déescalader, et l'organisation des soins et les moyens mis dans les caméras, moi je préférerais les avoir au service des patients dans les soins. Merci à vous Gérald Kierzek. Avec leurs promesses d'économie d'énergie, de jardins partagés, de pistes cyclables, les écoquartiers séduisent de plus en plus de familles. Il y en a aujourd'hui 600 en France. Sur le papier, c'est le rêve d'une vie plus respectueuse de l'environnement, mais parfois la réalité vire au cauchemar. Défaut de construction, problème d'infiltration ou de chauffage, certains logements ressemblent à des maisons en carton. D'autres sont situés sur d'anciennes friches industrielles polluées où on ne peut rien faire pousser. Maison écolo, gare au fiasco, c'est une enquête de Laurent Di, Mathieu Moureau et Robin Braquet avec Bangoumi. Vue du ciel, entre les arbres et le chemin sinueux, le tableau est harmonieux. Du sol, c'est plus déroutant. Difficile de croire que ces cubes aux airs de ruches délabrées sont en fait des maisons écolos. Et ce n'est pas leur esthétique qui met leurs propriétaires en colère. Dans ce quartier de Bayonne, Bruno Gimon a acheté son pavillon 140 000 €. Une habitation qui s'est révélée être un gouffre thermique. Regardez, ici. Comment voulez-vous qu'une maison digne de ce nom soit fabriquée avec des entrées d'air de partout? C'est impossible. Là, l'air passe par là? Ben, ça passe par là, par en haut, par en dessous. Je veux dire, il n'y a aucune isolation thermique. Zéro. Vous l'avez appelé favela? Oui. Favela, ça veut dire bidonville. Bidonville, c'est un bidonville de luxe. Tout le maire, c'est d'une maison qui devait être une maison écologique et avec une réglementation thermique qui devait être au top, quoi. Le bois isole 12 fois mieux que le béton. C'était l'argument massu des promoteurs du lotissement. Aujourd'hui, le bois sert bien à réchauffer la maison, mais en tant que combustible pour le poêle. C'est un gel qui va m'aider à prendre feu. C'est pas très écologique. Oh. Écologique ou pas, je crois que là, je pense plus trop à l'écologie. Là, je pense surtout à chauffer la maison et que mes gamins ne crèvent pas de froid. Mais il n'y a pas de chauffage ici? Il n'y a pas de chauffage électrique? Si, il y a des chauffages électriques, oui. Il y en a un deuxième ici, mais bon, si je veux finir avec des notes astronomiques d'électricité, j'ai plus qu'à les brancher, c'est des grippins. Je l'ai fait au tout début, j'ai vite compris. Quand vous retrouvez en 2 mois 500 € d'électricité, vous avez vite pigé qu'il faut arrêter la connerie. Bon, là c'est lancé, tiens, viens voir la température restée. Je vois, quand on me demandait la température qu'il faisait ce matin, ben voilà, on n'arrive même pas à 10 degrés, hein. 9,6. Ouais. C'est les tropiques ici. Comme Bruno, 36 familles ont acheté sur plan, en 2009, une maison de ce quartier écolo baptisé Hameau de Plantoun. Un programme d'accession à la propriété supervisé par l'Office HLM de Bayonne. Avant la commercialisation, cette brochure décrivait le projet en des termes très fleuris. Les maisons de Plantoun ont quelque chose d'une grâce paradoxale. Leur poésie ne se décrète pas. La beauté, toujours, est un accident. Regardez-les jucher sur leurs frêles échasses en habits de lumière, barrés de bois et de verre. Ce sont des boîtes qui jouent à cache-cache avec la vérité. Ah, ça, il y a tout sauf la vérité là-dedans. C'est des maisons du mensonge. C'est déjà les cris des enfants, leurs jeux, les parents qui les appellent et au loin la rumeur du fleuve. Et qui se laissent distinguer, discret derrière les feuillages, le ciel immense au-dessus de Bayonne. Tant de mots, quoi, tant de phrases pour tant de misère. Quand ils sont apparus il y a 10 ans, on les a appelés écoquartiers. C'était l'excellence du logement. Les matériaux étaient naturels, les techniques nouvelles.
Objectif, faire chuter la consommation d'énergie, d'eau et recycler les déchets. Bref, des lieux où il fait bon vivre, où les habitants ont leur mot à dire. Aujourd'hui, près de 500 000 Français vivent dans un écoquartier. Le gouvernement a même créé un label, gage de qualité. Et pourtant, loin de l'exigence revendiquée, nous avons découvert beaucoup de malfaçons, des erreurs de conception et même des terrains pollués. Un comble quand il s'agit de vivre au contact de la nature. Chez Bruno, chaque semaine apporte sa déconvenue. Son fils, étudiant, est en week-end à la maison après un mois d'absence. On va essayer de passer au-dessus. Bruno lui présente le dernier effondrement en date. Au milieu du salon. Voilà. Et voilà. Voilà, tu vois Stéphane, je suis passé à travers, le lino m'a retenu le pied heureusement. Je fais pas 152 kilos, j'en fais 85, donc c'est pas tout à fait normal de passer à travers des planchers d'une habitation. On finit par avoir la trouille. Il y a 3 ans, Esteban avait échappé à une chausse trappe dans l'escalier. C'était une journée comme une autre, donc je montais les escaliers, tout simplement, et voilà ce qui s'est passé. J'ai la marche qui s'est effondrée sous mon pied, donc avec les clous apparents, donc j'aurais pu être gravement blessé. Heureusement, comme aujourd'hui j'avais des chaussures montantes. Là, ça peut se reproduire? Oui, sans prévenir, ça peut se reproduire à n'importe quel moment sur une autre marche. Pas une pièce n'est épargnée. Trous, fissures, fuites. Pour l'efficacité énergétique, il y a mieux. Même la baie vitrée, qui donne sur la forêt, est une aberration. C'est le côté où il y a la plus grande surface vitrée. Elle est là, elle est côté plein nord. Voilà. Ouais, mais c'est ce qui est le plus illogique. Je veux dire, un enfant de 5 ans le comprendrait qu'on ne met jamais les plus grandes surfaces vitrées plein nord. Il n'y a jamais le soleil. Résultat, un taux d'humidité qui dépasse régulièrement les 90% dans la maison. Ces malfaçons, les propriétaires les ont découvertes dans les semaines suivant leur installation. Ils les ont fait constater par l'office HLM, qui a proposé de leur vendre un autre logement dans un autre quartier, pas écolo cette fois. Certaines familles ont accepté, mais la plupart ont préféré attaquer en justice les 13 entreprises qui avaient travaillé sur cet écoquartier. Bruno, par exemple, il demande le remboursement de sa maison. Il a gagné en première instance avec la plupart des propriétaires. Mais le jugement est en appel. Pourquoi vous partez pas? Parce que je ne peux pas me payer un loyer et me payer un remboursement de crédit, c'est impossible. C'est impossible. Moi j'ai un salaire très moyen avec des enfants à charge. Qui peut se payer le remboursement d'un crédit et un loyer à côté? Vous pourriez la revendre? Oui, un fou. Elle vaut zéro. Ça vaut rien. La maison, elle vaut zéro? Elle est invendable. Elle est invendable. Même moralement, comment je pourrais vendre une maison dont je décris tous les problèmes et je vendrais ça à de pauvres gens? Mais moralement, je ne pourrais pas me regarder. C'est ignoble. Finalement, la banque a fait un geste. Bruno ne lui rembourse plus le prêt en attendant le jugement définitif. Depuis notre tournage, l'office HLM lui a également trouvé un nouveau logement. Pour Bruno et ses enfants, vivre dans cette maison en bois est un cauchemar au quotidien. Pourtant, au départ, les écoquartiers, c'était une belle et noble idée. Un idéal de vie. Limay-Brévannes, une ville du Val-de-Marne. Le nom de ce quartier affiche la couleur, les temps durables. 2500 personnes y vivent, dans des immeubles de taille moyenne, au design moderne et multicolore. Sur tous les toits, forcément, des panneaux solaires. Et la pièce maîtresse, c'est cette usine rouge. La centrale biomasse, une gigantesque chaudière à bois flambant neuve. Au cœur de l'écoquartier, une zone piétonne arborée. Caroline Travassac l'arpente chaque jour pour aller récupérer son petit garçon. Bonjour. Depuis 5 ans, la jeune femme profite d'une vie sans voiture. On a plein de petits commerces et on est à 10 minutes à pied du centre-ville de toute façon. Ici, de jeunes propriétaires comme Caroline cohabitent avec des locataires en logements sociaux.
C'est l'esprit des écoquartiers français. Caroline vit avec son mari Thomas et leurs 2 enfants dans un 4 pièces de 80 mètres carrés. Elle est webmaster, il est cadre. Ils ont acheté leur appartement 220 000 €, soit 2 700 € du mètre carré. Ils se sont installés ici par conviction. Quitte à acheter un logement, je voulais surtout du neuf comme ça, un logement qui soit, qui suive des normes environnementales raisonnables et puis surtout qui soit écolo, quoi. À mon sens, un écoquartier, c'est un quartier qui prend en compte tout ce qu'on entend depuis des années sur la préservation de la planète, sur les économies d'énergie et ce genre de choses. Et ça vous parle, vous, personnellement? Oui, clairement, oui. Moi, je fais partie d'une génération qui a été élevée avec le mantra que les ressources sont limitées, que l'écologie, c'est important. Et voilà, ça guide la plupart de mes choix aujourd'hui de consommation et de vie. Un appartement très bien isolé et très bien chauffé. Les radiateurs, pour commencer, on est chauffé par la centrale biomasse qui se trouve à côté de chez nous. Et c'est très efficace, ça chauffe très vite et très bien. Et puis c'est une solution très écologique par rapport à ce qui existe aujourd'hui ailleurs. Ensuite, on a des fenêtres qui sont à double vitrage. Et puis l'isolation extérieure du bâtiment aussi répond à des normes de qualité qui sont modernes et qui sont respectueuses de l'environnement. Le 4 pièces de Thomas et Caroline est même labellisé très haute performance énergétique. THPE. En France, seuls 7% des logements sont aussi bien isolés. De quoi logiquement réduire la facture de chauffage. En général, on se retrouve à 80 €, 100 € maximum sur le mois. 80 € par mois, cela fait 1 € le mètre carré. Ce n'est pas vraiment un exploit, car c'est précisément ce que dépensent en moyenne les Français pour se chauffer, écolo ou pas. Pourquoi une telle facture? Parce que dans ces charges de chauffage, le couple finance la centrale biomasse. Un bel équipement qui a coûté très cher et qui ne sera amorti que dans 30 ans. Et ce n'est pas la seule surprise à Limeil-Brévannes. Nous y reviendrons. Grenoble, écoquartier de la ZAC de Bonne. Le premier construit en France et aussi le premier labellisé. Il est considéré comme une réussite esthétique. Ces grands bâtiments blancs, une ancienne caserne rénovée transformée en logement étudiant. Derrière une zone commerciale, un parc de 3 hectares entouré de bâtiments à basse consommation, comme à Limeil-Brévannes. Là aussi, des panneaux solaires. Et un système de récupération de l'eau de pluie. Elle est dirigée vers les bassins du parc pour arroser les espaces verts. Astucieux. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci. Lionel Tricot habite ce duplex design avec sa femme et ses 2 enfants. Lorsqu'il a aménagé il y a 8 ans, c'était l'euphorie d'une nouvelle vie. Au départ, on pense que ça va être parfait, comme un rêve comme l'image qu'on en a des écoquartiers. Quelque part, on doit payer le fait d'être précurseur. Au premier hiver, le bel appartement a révélé ses défauts indétectables à l'œil nu. De gros problèmes d'isolation. Ça, c'est quoi? C'est du liège? C'est vous qui l'avez... Ouais, j'ai rajouté du liège parce qu'il y avait des passages d'air. Donc Des courants d'air, en fait. Des courants d'air, exactement. On a un flux d'air froid qui, en continu, vient sur vous et c'est plutôt désagréable. Et ça suffit, le petit montage que vous avez fait, là, ça suffit à arrêter les... Oui, parce qu'en fait, on le sentait. On mettait la main et on sentait le passage d'air. Et donc, on n'a plus cette sensation-là et c'est toujours une amélioration. Ouais, voilà, c'est pas très esthétique, mais... On sent encore, hein. Un petit peu. Plus problématique encore, le plancher qui devient de plus en plus froid à mesure que l'on s'approche de la fenêtre. Donc là, 20, 19... Oui, on peut aller jusqu'à 17 18, degrés près de la... Exactement. 17 là. Ouais. Et donc, pour améliorer le confort, j'ai rajouté une partie, 1 cm de liège, tout simplement pour que la surface au sol, elle soit pas froide et qu'on puisse marcher pieds nus dans le logement. La cause de ce plancher froid est visible de l'extérieur. Donc votre appartement... Voilà, c'est celui-ci là. C'est celui-là, ouais. D'accord. Celui au store orange. L'isolation par le dessous, sur le décroché que vous voyez là, elle est pas conforme, tout simplement. Donc on a des infiltrations. L'air froid
utilisent le bâti pour rentrer chez vous, quoi. Exactement, oui. La copropriété est en procès avec l'architecte du bâtiment pour améliorer l'isolation. Et ce n'est pas le seul raté du quartier. Olivier Sidler en sait quelque chose. Bonjour Monsieur Sidler. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Olivier Sidler est ingénieur thermique. Après la livraison des bâtiments, il a mesuré pendant 2 ans leur performance énergétique. Une mission financée par l'Europe. On avait des objectifs qui étaient de diviser par 2 les consommations de chauffage par rapport à ce qui se faisait dans la construction neuve à l'époque. Olivier Sidler a détecté des anomalies sur les façades. Au niveau de leur revêtement, le bardage. C'est ça, là, le bardage? Oui, c'est ces plaques qui protègent l'isolant et qui font un habillage de la façade. Pour fixer ces plaques au bâtiment, l'architecte a opté pour des crochets métalliques. Ils sont visibles sur ces photos prises pendant les travaux. On en voit un détail ici. Et puis ici, à la caméra thermique, on voit tous ces points qui font que c'est comme si c'était une façade léopard. C'est-à-dire qu'on a des ponts de chaleur qui passent à cet endroit-là, qui est un boulevard à calories. Conclusion, la chaleur s'échappe par les accroches métalliques. Olivier Sidler l'a écrit noir sur blanc dans un rapport qu'il a transmis à la ville de Grenoble. Et il l'a répété dans des formations auprès de professionnels et d'étudiants. Attention à cette découverte-là qui est très ennuyeuse. Et ça, c'est une chose que personne ne sait ou savait. Ce qu'on appelle ces ponts thermiques structurels. Ces recommandations ont même été intégrées au cahier des charges d'un nouvel écoquartier, actuellement en construction à Grenoble. À votre avis, ont-elles été suivies? Eh bien non. L'ingénieur thermique à la retraite retrouve son successeur sur le chantier. Il découvre qu'il n'a pas été écouté. On les retrouve sur la plupart des immeubles de la ZAC, ces problèmes de bardage. C'est à chaque fois le même souci, c'est-à-dire les ponts thermiques d'accroche de ce bardage qui dégradent la qualité thermique du mur, quoi. Tout était en place pour corriger les erreurs passées. Et pourtant, le gaspillage d'énergie continue. Même labellisés, même sous surveillance, les écoquartiers semblent abonnés aux fausses notes. Mais dans quelle proportion ? Il existe très peu de statistiques. Alors nous avons défriché le terrain pendant plusieurs semaines et traité ville par ville une énorme masse de données pour établir une carte de France un peu spéciale, celle des malfaçons dans les écoquartiers. Dans au moins 44 villes, les habitants ont signalé des problèmes de construction. Un chiffre énorme, c'est un quart des quartiers livrés, qu'ils soient labellisés ou non. Qui est responsable ? Retour à Bayonne, dans le quartier des maisons au courant d'air. Jean Grenet était maire de la ville à l'époque de la construction du hameau de Plantoun. Il avait soutenu ce programme initié par l'office HLM de sa ville. Depuis, il regrette. Ces maisons, qu'est-ce que vous voulez, c'est la honte pour moi, et pour la ville de Bayonne, et je comprends la colère des gens qui sont là. Il y a eu plusieurs réunions, on les a rencontrés. Mais qu'est-ce que je leur dis? Mais ils ont raison. Nous, ce qu'on nous a vendu, entre guillemets, les élus, c'est un quartier qui allait s'insérer dans cette forêt et qui serait en quelque sorte donc un projet, oui, écologique, un peu moderne, un peu dans l'air du temps. Sauf que la réalisation est pitoyable. Selon le tribunal, l'office HLM qui pilotait l'opération n'a pas assez surveillé le chantier. L'organisme public a été déclaré responsable du fiasco à hauteur de 10%. Mais la plus grosse part de responsabilité est revenue aux constructeurs. Et notamment à la société pour laquelle travaillait Cédric Martinez, celle qui fabriquait les maisons en bois. Le bois doit en principe rester au sec pendant les travaux. Une précaution élémentaire qui n'a pas été prise. Le plus gros souci était qu'on avait en permanence de la pluie. Ça a été terrible, ça a été une année terrible. Au départ, on s'est arrêté pour les intempéries, on faisait d'autres tâches. Mais à un moment donné, on n'aurait jamais livré. La laine de verre qui n'était pas recouverte parce qu'il fallait attendre que les électriciens passent toute leur gaine. Donc il pleut par-dessus ça aussi? Forcément. Oui, donc les isolants, Ah bah oui, bien sûr, ça devient des éponges. Bien sûr. L'humidité se colle dedans et ça fait une éponge, de toute manière, il ne faut pas rêver. C'est normal de ne pas protéger un chantier de la pluie? Moi, j'ai envie de vous dire non.
Il faudra attendre la fin des travaux pour que des bâches soient placées sur les dernières maisons en construction. Mais l'humidité a déjà déformé les panneaux de bois. Dès que vous aviez par exemple pendant 2-3 jours un coup de chaleur, à l'intérieur c'était une horreur. Tous les 4 matins il fallait venir régler les portes, régler les fenêtres, régler les... Ça bougeait dès le chantier? Ah ben bien sûr, bien sûr. Vous aviez une forte taux d'hygrométrie à cause de l'humidité. Tout de suite vous avez de la moisissure, des champignons, de la moisissure qui proliférait sur les murs, sur les plafonds en lambris. Les charpentiers auraient prévenu leur patron. Mais l'entreprise aurait décidé de livrer les maisons malgré tout, en l'état. Mais ce n'est pas tout. La justice estime que les entreprises ont aussi rogné sur les fournitures, au mépris de la sécurité. Démonstration avec Bruno et son avocate, sous le fameux escalier. Ah bah tiens. C'est celle-là qui a cassé, hein? C'est ici, là je peux passer la main, là je suis carrément dans l'escalier. Donc c'est là que l'expert signale qu'il y a un manque de vis, c'est ce qu'il dit. La contre-marche est vissée sur le champ des marches par quelques vis très espacées. Ce nombre insuffisant permet aux marches de fléchir légèrement sur le pas une fois le bois rétracté. On a fait des économies de vis, on a fait des économies d'écrous à l'extérieur. Il y a des écrous qui ne sont pas vissés. Enfin, on a économisé sur tous les matériaux, sur 39 pavillons. Ça constitue une économie substantielle qui, dans le cadre du marché global, se répercute. Permet de faire les économies. Exactement. C'est encore plus flagrant avec le plancher de la maison, celui qui s'est brisé sous le poids de Bruno. Dans le cahier des charges, le parquet devait être constitué de 2 épaisseurs d'aggloméré. Le constructeur n'en a posé qu'une seule, celle qui est en morceaux aujourd'hui. En épaisseur, mais... La décision a été prise de mettre un plancher de moindre qualité pour réduire le coût du marché. Combien ce tour de passe-passe aurait-il rapporté? D'après un spécialiste du bois, le plancher à double épaisseur coûte environ 50 € du mètre carré, contre 20 € pour le modèle posé chez Bruno. Une différence de 30 €. Multiplié par tous les mètres carrés concernés dans le quartier, notre estimation atteint presque 63 000 € d'économie pour le fabricant. L'entreprise qui a construit les maisons en bois est installée au pied des Pyrénées, en Haute-Garonne. Arbonis s'appelait à l'époque la Satob. Elle a été condamnée en première instance comme la principale responsable des malfaçons. Ce jour-là, personne ne nous reçoit. Mais finalement, le patron accepte une interview par téléphone. Sans détour, il reconnaît des erreurs. D'ailleurs, ce n'est pas son entreprise qui a fait appel du jugement. On est dans une posture, une position où on assume pleinement les conclusions. Il y a une défaillance collective et on est vraiment désolé de ce qui s'est passé et vraiment désolé pour les propriétaires, les gens qui habitent dans le hameau de Plantoun. Mais il nie avoir réalisé des économies sur le dos des acheteurs. C'est pas une recherche de maximiser la marge, par exemple? Non. Moi, ce que je peux vous dire à l'époque, c'est que la Satob ne cherchait en aucune façon à faire les choses à l'économie. Il y a eu des dysfonctionnements, nous les reconnaissons. Voilà. Le comble des écoquartiers, c'est qu'ils peuvent être bâtis sur des zones polluées. La compilation de nombreuses sources nous a permis d'évaluer, pour la première fois, l'importance du phénomène. 200 écoquartiers livrés ou en chantier, labellisés ou non, se situent sur d'anciennes friches, au sous-sol parfois toxique. Les maires pensent que c'est plus écologique que de sacrifier des champs, des forêts ou des prairies. À Limeil-Brévannes, le terrain était pollué. Il y avait une gigantesque montagne de déchets à 2 pas des immeubles d'aujourd'hui. Cette décharge sauvage était connue dans toute la région. Les ordures n'ont été évacuées qu'en 2012, peu de temps avant l'arrivée des habitants. À l'époque, l'association Robin des Bois avait suivi ce dossier hors norme. Jackie Bonnemain nous explique qu'en face de la montagne, il y avait une autre décharge. L'écoquartier a été lancé malgré un sol pollué sur 10 mètres de profondeur. Au départ, c'est une espèce de carrière où on extrayait du gravier pour les travaux publics de la région parisienne. Elle a fermé en 78 et c'est devenu après une décharge sauvage. Qu'est-ce qui est arrivé ici?
du dépôt sauvage indéterminé, des déchets de démolition, du mercure, du PCB, des solvants chlorés, de l'arsenic, tout un tas de métaux toxiques ou de gaz toxiques. Le terrain a bel et bien été dépollué avant les travaux, mais partiellement. Cela s'est passé en 3 étapes. La surface a été retirée sur une épaisseur d'1 mètre. Une membrane plastique de quelques millimètres a été posée et recouverte d'une couche de terre propre de 80 cm. Une dépollution plus profonde a cependant été réalisée lorsqu'un logement était prévu en rez-de-chaussée. Les choses sont-elles réglées pour autant? Nous allons retrouver Caroline et Thomas, qui nous avaient reçus chez eux. Pour les remercier de leur accueil, nous leur apportons des fleurs et un petit pommier qu'ils pourront planter dans leur jardin partagé. Bonjour. Pour les fleurs, pas de problème. Mais pour le pommier, ça coince. Et je vous ai apporté un petit pommier. Ce que nous a expliqué le notaire quand on a acheté, c'est que les terres sont considérées comme impropres à la consommation. On n'a pas le droit de manger des choses qu'on fait pousser dedans. Ça veut dire que mon arbre, là... Il faudra l'isoler de la terre. On le plantera en pot. Un potager interdit. Ennuyeux quand on a décidé de vivre au plus près de la nature. Mais la précaution est indispensable. Les racines risqueraient de capter les polluants qui sont toujours sous l'écoquartier. Pour Jackie Bonnemain, le danger ne se limite pas à la consommation des fruits. C'est quoi le risque là? C'est le transfert depuis le sous-sol des vapeurs toxiques qui s'accumulent sans que vous vous en rendiez compte. C'est des risques cancérogènes si l'exposition des habitants est longue et s'ils vivent là de l'adolescence à l'âge de la retraite. La dépollution partielle a été décidée par la ville. Son coût, 1,6 million d'euros, a été pris en charge par les constructeurs. Assainir en profondeur aurait coûté beaucoup plus cher, jusqu'à 20 millions d'euros. Visiblement, beaucoup de ces nouvelles cités vertes ne sont pas encore à la hauteur de leur idéal. Pourtant, en France, 250 écoquartiers vont bientôt sortir de terre et des centaines de milliers d'habitants vont s'y installer. Vous vous êtes sans doute régalé de chocolat pendant les fêtes de fin d'année. Une friandise, mais aussi un marché mondial de près de 90 milliards d'euros par an. Dans notre enquête, vous allez découvrir que toutes les marques ne sont pas aussi regardantes sur les conditions de production. Nous nous sommes rendus en Côte d'Ivoire, le plus gros producteur au monde. Dans certaines plantations, on ne voit quasiment que des enfants soumis au travail forcé. Ils sont aussi séparés de leur famille et parfois revendus comme de vulgaires marchandises. Cacao, les enfants pris au piège, c'est signé Paul Moreira, Pedro Brito da Fonseca, avec Première Ligne Télévision. Le salon du chocolat. On y vient le cœur léger, célébrer l'addiction, déguster du chocolat gratuitement ou acheter des raretés hors de prix. Tout le monde est là, de l'artisan à la multinationale. Mais dans un coin du salon, il y a une surprise. L'industrie a fait une petite place à une ONG qui ne mâche pas ses mots. Si vous avez mangé du cacao beaucoup dans les 20 dernières années, vous avez vous-même mangé du travail des enfants, de l'esclavage. Ils travaillent dans le pire forme de travail des enfants, c'est-à-dire des produits chimiques très dangereux, des machettes, des poids très lourds. Les industriels se sont mis en tête de prouver qu'ils voulaient aussi sauver la planète et garder les mains propres. Et surtout, qu'ils n'avaient plus rien à cacher. Les industriels ne sont absolument plus dans le déni. La déforestation, le travail des enfants dans les plantations, tout ça, c'est des choses dont on parle et dont ils sont tout à fait conscients. Et je vous assure qu'ils donnent aussi vraiment du mal. Comment s'appliquent ces bonnes intentions? Et à quoi ressemble le droit chemin quand on prend vraiment la route?
Voici le port d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le pays produit 40% du cacao de la planète. C'est le premier producteur mondial. Pas de Côte d'Ivoire, pas de chocolat. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de plantation géante contrôlée par les multinationales. Le cacao est cultivé par des centaines de milliers de petits producteurs dans des petites parcelles isolées. Le travail des enfants est sévèrement réprimé, jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Mais il est difficile à identifier. Nous sommes partis vers l'extrême ouest du pays, à 8 heures de la capitale, vers les grandes forêts. 40% du cacao ivoirien vient de là maintenant. Ici, les enfants se cachent parfois quand ils voient nos caméras. Hey, monsieur, tu dis à l'enfant de fuir, c'est pas bon. Ou bien c'est toi qui vas aller au champ. Non. Alors mais pourquoi tu lui dis de fuir? Nous avons quitté la route depuis longtemps. Et même les pistes commencent à ne plus ressembler à des pistes. Nous arrivons dans un autre monde. T'as pas dit ton contact que c'était... Le village est encore au moins à 5 km en fait. Oh, putain. Et sur la droite, ça passe pas, c'est pour les motos. Quand les camions survivent à la boue, ils peuvent se trouver confrontés à d'étranges miliciens. On les appelle les dozos. Ils affirment remplacer la police. Ils prélèvent de l'argent sur tous ceux qui passent. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du Libéria, dans une des dernières forêts classées, protégées d'Afrique de l'Ouest, ou ce qu'il en reste. Les arbres sont devenus de grands squelettes blancs. Ils ont été détruits pour céder la place au cacao. Tout le vert qu'on voit au pied des bois blancs, ce sont des plants de cacao, des plantations illégales. Mais la loi n'est pas arrivée jusqu'ici. Au bout de 4 heures de piste, nous atteignons un campement clandestin. Nous pénétrons une zone de non-droit. Il ne faut surtout pas dire que nous sommes journalistes. Au fond de la forêt, tout le monde est méfiant. Nous sommes accompagnés par un Ivoirien, membre d'une ONG. Vous avez peur de quoi? Dans le campement vit une quarantaine de personnes, dans des cabanes, que des hommes et des enfants. Ils boivent l'eau d'une rivière et mangent les bananes et le manioc qu'ils plantent dans la forêt. Le très jeune âge des ouvriers saute aux yeux. Ici, un travailleur sur 3 est un enfant. Ces très jeunes gens ne sont pas ivoiriens, ce sont tous des migrants. Ils viennent du Burkina Faso, le pays voisin. Là-bas, il ne pleut plus. Ils vivent dans la forêt depuis des années, avec la malaria et la pluie. Armé d'une machette, Draman coupe en deux les cabosses de cacao pour en extraire les fèves. C'est un travail dangereux, théoriquement réservé aux adultes. À l'école, t'as pas envie d'aller à l'école? Il a abandonné. Ses parents n'ont pas eu de moyens pour le soutenir. Ah. Et alors comment tu es venu ici? Il est avec son grand frère. Boubacar est le plus petit du camp. Toi, pareil, l'école, ça t'intéresse? On chauffe beaucoup. On dort en bas de les bois. On dort pas dans les maisons bien propres, les moustiques, tout ça là. En fin d'année, tu tombes malade, tu dois partir à l'hôpital, tu dois dépenser. Donc, fin compte, quand tu vas trop calculer, tu ne dégages rien. Mais comme on n'a rien à faire, c'est pour avoir à manger seulement, c'est ça. Théoriquement, cette forêt devrait être sillonnée et protégée par les autorités ivoiriennes.
notamment le service des eaux et forêts. Vous ne voyez jamais les agents des eaux et forêts? Ils passent, mais ils ne nous amènent pas trop. Ici, le gouvernement affirme recenser les planteurs. Ensuite, ils devraient être déplacés et concentrés dans des zones dédiées exclusivement au cacao. 40% de la forêt sera sacrifiée pour pouvoir sauver le reste et permettre de redonner vie à la forêt, si c'est encore possible. Tous les jeunes qui travaillent ici sont arrivés enfants. Ils sont là depuis des années, prisonniers de la forêt. C'est le cas d'Aziz. Les parents sont restés là-bas? Oui, ils sont à Burkina. Ah, où ça? Ils sont à Burkina. Burkina, oui. Ouais. Tu les vois pas? Oui, je ne les vois pas. Depuis 6 ans comme ça, je n'ai jamais vu mon père. Tu es arrivé à 15 ans? Ouais, ça ne peut pas arriver là. Non, tu es arrivé à 15 ans? Ouais. Tu as maintenant 21 ans? Voilà, c'est 21 ans comme ça. Ça fait beaucoup de temps sans voir ses parents. Oui, il y a beaucoup de souffrances. Tu es retourné au Burkina ou jamais? Non, je n'ai pas encore retourné. Depuis que tu es venu? Hein? Depuis que tu es venu? Ouais, depuis quand je suis venu là, je n'ai pas encore retourné. Pourquoi? Parce que c'est cette année-là que j'ai eu l'argent. J'ai commencé à eu l'argent. Voilà le secret le plus sombre des plantations clandestines du cacao. Aziz vient de travailler 5 ans gratuitement. Et cette année, pour la première fois, son patron lui a donné une petite parcelle de cacao. Il a pu vendre ce cacao et enfin toucher un peu d'argent. Travail contre nourriture, puis paiement en nature. Nous découvrons que le système est généralisé dans les champs du Gwandébé. Ali vient de recevoir la première parcelle de son patron. Il ne te donne pas l'argent ici? Non, il ne me donne pas. Il n'est pas me donné, j'ai travaillé jusqu'à... Il dit voilà pour toi, j'ai travaillé. Il m'a donné. Donc tu as travaillé gratuit pendant 6 ans? Voilà. C'est comme du travail esclave, ça? Hein? C'est comme du travail esclave, ça? Oui, c'est comme déjà, mais comme tu voulais pour toi. Mais c'est que tu as donné, ça ne produit pas? Non, maintenant ça produit. Parce que j'ai gagné chaque demi cette année-là. Un sac et demi, c'est 180 kilos de cacao, 210 €. C'est désormais ce qu'Ali va gagner chaque année. Et il a déjà des dettes. Il est pris au piège. Un peu plus loin sur la route, nous croisons un enfant qui vient à peine d'arriver du Burkina Faso. Oulisha. Il est au début de ce long parcours. Ah, c'est quelqu'un qui l'a envoyé ici. Est-ce qu'il peut nous dire combien il est payé? Il va le payer. Il va le payer. Combien? Ah ben, ça a gueulé. S'il travaille, il va lui donner après une autre portion pour lui-même. Donc, ce qu'il fait actuellement là, tout ce qu'il fait là, c'est comme tout cela comptabilisé, c'est gratuit, mais ils vont lui donner une portion de terre après. Quel est ton âge? À Saint-Guigulé. Ah, Ok. Il ne connaît pas son âge. Je ne connais pas ton âge. Ok. La ville de Guiglo se trouve à 40 km de la forêt. C'est là que débarquent les enfants du Burkina. Ils sont vendus par leurs parents pour aller travailler dans le cacao. C'est à la gare routière que les trafiquants opèrent. Pour pénétrer ce réseau, l'humanitaire ivoirien avec qui nous sommes va se faire passer pour un cultivateur. Regarde là-bas, tu vois des cars qui sont garés là-bas. Il y a plusieurs gars, mais c'est la plus importante qui est là. D'accord, donc tu vas aller leur demander quand arrivent les jeunes, les enfants du Burkina. Voilà. À quelle heure les cars arrivent, et puis moi, est-ce que je peux avoir des gens pour travailler pour moi, ou bien quelle est la situation, tout ça, quoi. Nous avons le nom du chef de réseau qui coordonne le trafic dans la gare. Nous voulons 3 enfants pour les faire travailler quelques années sans salaire.
Nous avons posé une caméra cachée. C'est un notable reconnu de la communauté burkinabé. Moi, j'aime Bruce. Il faut me faire confiance. Moi, trouver l'enfant, c'est un problème. En tout cas, il faut faire. Moi, je suis prêt pour ça. Si tu trouves l'enfant, moi, je suis trop content. Voilà. Si tu trouves l'enfant à toi pour travailler là, moi, je vais venir faire juste pour voir. Moi, je suis content. Toi aussi, tu es content. C'est ça. Et toi, tu vas gagner. Il y a prévu au moins 200 000 pour vos parents. C'est bon même. 200 000, tu envoies les parents. Voilà. Ils vont aller. Mais là, il peut faire combien de temps à moi? Il peut faire 3 ans, 4 ans là-bas. Il peut faire 3 ans. 2 ans, il peut faire 3 ans. Il peut faire 2 ans. Oui, il peut avoir 200 000. Là-bas, il ne faut pas gâter. Tout le monde, ce n'est pas la même chose. Chacun n'a pas le même prix. Oui. Avec le mouton, le mouton, ce n'est pas le même prix. Si tu finis de boire café, comme je appelle les enfants là, tu vas t'appeler. Les enfants là, vont m'appeler tout de suite. Les enfants vont t'appeler tout de suite. D'accord. 200 000 francs CFA, c'est 300 €. Le prix d'un jeune esclave pendant 3 ans. Pendant que notre ami prend un café, le chef du réseau va passer quelques coups de fil. En fait, il appelle ses hommes dans la forêt et il apprend que des journalistes s'intéressent aux plantations clandestines. Il va jouer la surprise, voire le déni, mais il est inquiet. Quelqu'un d'autre a parlé, il dit qu'il y a les gens qui viennent là-bas encore, avec le groupe de Adama, avec, ils sont là pour venir visiter le coin, pour faire des... Dis c'est quoi? Dis c'est journalisme. Moi, dis c'est faux. Moi, je dis c'est faux. Oui, non, c'est pas vrai. Moi, je dis c'est faux, hein? Moi, je dis ça là. Moi, je dis que quelqu'un ne peut pas rentrer là-bas avec les gens pour... Non. Moi, je dis c'est faux. Comment ça? Les gens ne disent pas la vérité là. Oui, ça c'est vers où ça? Ils sont rentrés vers où? Nous découvrons que nous étions surveillés sans cesse. Nous avons été démasqués. Le ton a changé. Le chef du réseau n'est plus trop chaud pour nous avoir dans les parages. Il a soudain oublié quand vient le bus. Non, il n'y a pas de car qui vient aujourd'hui. Non, j'ai du car vers ici. J'ai du car vers ici. Non, même tu peux bâtir. Nous ne pourrons pas filmer la vente des jeunes recrues. Nous savons juste que les enfants arrivent dans des bus orange depuis le Burkina. Nous en croisons sur la route. Notre ami en arrête un. Il y a effectivement quelques adolescents au regard inquiet. Combien d'entre eux vont se retrouver dans la forêt? Sans parents, sans école, sans hôpitaux. Personne ne va s'inquiéter du danger auquel ils vont être exposés. Et notamment le plus grave et le plus invisible à long terme, celui des produits chimiques. Tu travailles dans le cacao? Oui. Nous croisons de manière répétée des enfants, parfois très jeunes, avec des pulvérisateurs sur le dos, en chemin des plantations. Quel est le produit qu'ils pulvérisent? Mais ça, c'est pas bon, c'est pas dangereux pour toi? Non. Mais après, tu tombes pas malade? Non. Mais c'est quel produit? Produit que tu mets dedans là? C'est ça qui est tête rouge là, le produit là? Oui. Tête rouge. Et tu les aimes quoi? Tête rouge, c'est juste la couleur du bouchon. Il est vendu partout en lisière de la forêt. Il n'y a pas le nom de l'herbicide sur la bouteille. Ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est chinois. Nous allons pousser plus loin dans la forêt sur les traces de ce produit. On ne sait pas. Jusqu'à trouver un nouveau campement clandestin où nous allons enfin comprendre comment la forêt meurt. Donc ça, c'est pourquoi? C'est pour tuer herbe. Pour tuer herbe. Voilà. Vous tuez d'abord les herbes et vous plantez le cacao. Voilà, c'est comme ça. Donc on prend, on met au dos, on met un médicament et puis on pompe. Et tous les jeunes qu'on voit avec ça, là, dans la brousse, oui. C'est le même produit? Oui. C'est du glyphosate? Oui. Vous connaissez le glyphosate? Bon, on connaît le nom, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Seulement qu'on tue les herbes et puis on plante cacao.
Le glyphosate est un herbicide dangereux, cancérogène probable, d'après l'OMS. Et surtout, terriblement agressif pour la végétation. Mais personne vous a dit ce que c'était, si c'était dangereux ou pas? On ne nous a jamais dit ça. Que c'est dangereux, que ça peut tuer, on ne nous a pas dit ça. D'accord. Mais quand vous voyez le petit bonhomme avec les protections comme ça, vous vous dites pas... Bon, on sait qu'il faut te protéger avant de pomper, mais comme on n'a pas de protège, on est obligé de pomper comme ça. D'accord. Et c'est comme ça que le cacao, il avance? Voilà, c'est comme ça. D'accord. Ça y est, c'est quand tu tues et que tu plantes le cacao, herbe là, ça vient pas vite. Ça veut dire que le cacao là, ça pousse. Voilà, ça développe avant herbe. D'accord. Et comment vous faites pour que les arbres ils soient tout blancs comme ça? Les arbres, ça là, ouais. On met feu, on met feu. On met les bois secs à côté du bois et puis on met feu, c'est feu là qui brûle. Ah, c'est comme ça. Voilà. Et après, vous avez plus de place pour le cacao. Voilà. D'accord. C'est ça. Depuis 25 ans, près de 90% de la forêt ivoirienne a disparu. Elle a été en grande partie remplacée par le cacao. Le cacao dévore la richesse des forêts et puis les détruit. Cette disparition a un impact sur le climat global de la planète. Moins de forêts, c'est moins de pluie. Cette région, de plus en plus appauvrie, les planteurs devront l'abandonner dans un futur de plus en plus proche. En une semaine à peine dans la forêt du Gouindébé, nous avons découvert tous les crimes que l'industrie s'est engagée à éradiquer. L'esclavage, le travail des enfants et la destruction de la nature. Pourtant, chaque jour, des dizaines de tonnes de ce cacao rentrent dans un circuit commercial normal. Un cacao acheté par des pisteurs qui n'aiment pas beaucoup être identifiés. Où vont-ils? Qui achète ces sacs? Ils sont d'abord déchargés dans des magasins en lisière de forêt. Ici peut aboutir le cacao légal, aussi bien que celui des clandestins. Planter là, ça vaut au moins 40 planteurs. Les sacs de cacao des planteurs sont ouverts et le cacao est mélangé devant le magasin. Il n'y a aucun signe distinctif sur les sacs. Pas d'étiquette. Ils sont intraçables. Nous apprenons que parmi les magasins présents à la sortie de la forêt, l'un d'entre eux a subi une enquête. L'entreprise s'appelle Copaweb. C'est l'une des plus importantes dans la région. Elle affiche un label Fair Trade. Pas de travail des enfants, ni de déforestation. Des inspecteurs de Fair Trade sont venus quelques mois auparavant. C'est rarissime. Ils n'ont pas rendu public leur rapport, mais la certification éthique de Copaweb a été suspendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre présence inquiète beaucoup le gérant. Vous êtes certain que quand il y a que quand ces camions arrivent avec des dizaines et des dizaines de sacs comme ça, là, comme on voit là, vous êtes certain qu'il n'y en a aucun qui vient de la zone où il y a travail des enfants, déforestation. En fait, le travail des enfants, il y en a partout, à peu près. Soyons clairs, on en a vu en dehors de la zone, dans la zone, partout. Enfin, c'est une réalité massive. Parce que le problème aussi, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez travail des enfants. Un monsieur, aujourd'hui dimanche, qui est avec son enfant au champ, est-ce que c'est le travail des enfants? Non. C'est pas le travail des enfants? Non, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Mais quand c'est un petit Burkinabé qui est là depuis 5 ans et c'est le travail des enfants, quoi. Bon, c'est qu'elle là, parmi nos membres, j'ai pas encore entendu que certains emploient ce genre d'enfants-là. Et comment vous vérifiez? Bon, chaque année, on fait des inspections auprès des producteurs. Mais Copaweb ne peut pas nier qu'ils achètent aussi du cacao illégal. Celui qui vient des plantations clandestines, à l'intérieur des forêts classées. La relation commerciale qui existait avec ces personnes du classé, ils ne sont pas nombreux. C'était minime. Ils sont minimes. En fait, Copaweb n'arrive pas à savoir exactement où sont tous ses fournisseurs.
Et comment pouvoir savoir aujourd'hui que c'était réellement à l'intérieur ou pas? C'est avec la position GPS, mais qui peut nous aider à le faire? C'est les structures étatiques. Vous savez comment ils font au Ghana? Au Ghana, ils ont les mêmes problèmes que vous. Et au Ghana, il y a un code barre avec une identification GPS sur chaque sac appartenant à un producteur. Ça peut marcher. Mais est-ce que vous pouvez faire ça, vous? Bon, s'ils arrivent à le faire, c'est qu'on peut le faire en Côte d'Ivoire. D'accord. La chaîne du cacao est loin d'être transparente. Difficile de savoir d'où il vient et surtout où il va. Le cacao, quand il passe par vous, il va où? À San Pedro? Comment ça se passe? Qui achète? Ce sont les exportateurs. Les exportateurs. D'accord. C'est genre quoi? Nestlé, machin? C'est les exportateurs qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Le gérant de CopaWeb ne nous dira pas à qui il vend son cacao. C'est une indiscrétion d'un chauffeur qui nous l'apprend. Celui-là, c'est pour Cargill, non? Oui. C'est pour Cargill, ceux-là? Hein? Oui, c'est Cargill. Les deux? Oui. CopaWeb est le fournisseur exclusif de Cargill. La multinationale est inconnue du grand public. C'est un géant américain de l'agroalimentaire. Ils achètent du cacao et le revendent à toutes les grandes marques de chocolat. Dans sa communication, Cargill s'engage à protéger les forêts et à combattre le travail des enfants. Cargill donne très peu d'interviews, mais devant les éléments que nous détenons, ils acceptent de s'expliquer. Est-ce que vous envoyez des gens, des agents, Oui, bien sûr. Dans ces coins pour voir ce qui s'y passe? Parce que nous, on est resté quelques jours à peine, et on voit des enfants en bord de route qui travaillent avec des machettes. On les voit désherber avec des herbicides dangereux, etc. Ils doivent le voir, vos agents. Non, le travail des enfants, c'est quelque chose que nous essayons d'éviter à tout prix dans les coopératives qui sont certifiées et qui font partie de notre réseau de développement durable. Comment vous savez que cette entreprise, la CopaWeb, comment vous êtes sûr que le cacao qu'ils vous livrent dans les sacs ne vient pas des forêts classées où, en gros, c'est une zone de non-droit où le pire arrive, quoi. Donc, nous avons mis en place un système assez robuste qui nous permet d'identifier le producteur avec qui nous travaillons, parce que ce producteur est géolocalisé, avec un code barre. Et donc, nous prenons toutes ces informations dans une base de données et qui nous permet donc de relier le produit avec le producteur. D'accord. Mais excusez-moi, mais moi j'ai passé une semaine dans ce coin-là, je n'ai pas vu un sac avec un code barre. Et CopaWeb n'a pas un sac avec un code barre. C'est une information qui ne correspond pas à l'information que j'ai. Et donc, c'est étonnant parce que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, au Ghana, ils font ça pour savoir d'où viennent les sacs. Et il m'a dit, si le Ghana le fait, il faudra bien qu'on le fasse un jour. C'est bizarre. Texto, il me le dit. Je vais vous retourner parce que je n'y suis pas allé. On ne m'a pas confirmé que c'est Cobar, mais je ne peux pas peut-être que c'est avec l'ancien système, mais en tout cas, il est certifié. Et je ne peux pas vous affirmer que dans toute notre filière, tout se passe comme dans le meilleur des mondes. Mais tout là, ce que je dis, c'est vraiment de l'endroit qui est le pire. C'est clair qu'on n'est pas parfait. Je ne veux pas vous dire qu'on est parfait, qu'on a trouvé la solution idéale. La déforestation, pour nous, c'est un problème capital. Parce que sans forêt, on n'a pas de pluie. Si on n'a pas de pluie, on n'a pas de cacaoyer. Si on n'a pas de cacaoyer, on n'a pas de fèves, on n'a pas de chocolat. Non, mais c'est magnifique ce que vous me dites là. Et en même temps, vous faites du business dans un des endroits qui a été le plus déforesté de l'Afrique de l'Ouest. Oui. La déforestation en Côte d'Ivoire, entre 1960 et 2010, qui est la date à laquelle... 90% de la forêt. La date à laquelle nous sommes installés, en 2010, il y avait déjà 80% qui avaient été détruites. Mais ceci dit, il faut changer les choses. On n'est pas parfait, mais il faut continuer le combat. Après l'interview, Cargill m'envoie un message ennuyé. Ils ont vérifié, c'est vrai, il n'y a pas encore de code barre sur le cacao du Gwandébé. Mais ils m'affirment que 99% des planteurs sont identifiés et qu'ils seront tous en règle dans 1 an au plus tard. Nous avons voulu savoir ce qu'il se passe dans les régions où le cacao est cultivé légalement, en dehors des plantations clandestines, des forêts classées.
Depuis 2012, le gouvernement ivoirien a mis en place un plan de lutte contre le travail des enfants. Ils disent investir 5 millions d'euros par an. Les autorités ont créé un réseau national de surveillance, réseau auquel participent des ONG de terrain. Ce sont souvent ces ONG qui font le travail le plus efficace. Kwame Assoman travaille pour l'une d'entre elles. Nous sommes à 2 heures de voiture de la capitale, à l'est. Nous, notre rôle, c'est de... Tu comprends, Mazé, non? Nous, c'est pour aider les enfants qui sont... Tu as des problèmes. Les enfants qui sont en difficulté. Les enfants qui sont maltraités. Les enfants on prend pour aller faire travail dans le champ de cacao, là. Ça, là, c'est pas bon. Donc, c'est ce qu'on défend. Je travaille avec le ministère de la Famille, Femmes et Enfants. Je fais la sensibilisation au niveau des villages, auprès des paysans, contre les enfants qui sont victimes d'exploitation dans les cacao-cultures. En Côte d'Ivoire, les enfants sont souvent mobilisés le week-end pour aider leurs parents. Ce n'est pas illégal. Ceux que Kwame pourchasse sont ceux qui n'envoient pas leurs enfants à l'école pendant la semaine. Où battez-vous? Vous nettoyez? Nettoyez quoi? Tu vas à l'école, tu vois? Tu fais quelle classe? CP2. CP2. Les enfants ne doivent pas travailler au champ, d'accord? Si vous le trouvez au champ là-bas, dites-lui que un tonton qui dit, l'État dit, les enfants ne doivent pas travailler au champ, d'accord? Que les enfants doivent aller à l'école. Que plus jamais, je vais vous voir aller au champ. Si je vous vois aller au champ encore, je vais le prendre. Il y a quelqu'un là-bas? Kwame Assoman travaille pour une ONG minuscule financée par des donateurs internationaux. Mais c'est un ancien commerçant du cacao. Il sait parfaitement pourquoi il est parfois si difficile pour les planteurs de scolariser leurs enfants. Ils vont au champ avec vous. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Que ça tombe, les enfants ramassent pour les regrouper. Mais ce que vous devez comprendre est que les enfants, il y a des activités qu'ils ne doivent pas faire. Si le cacao est bien payé, tout le monde aura l'argent suffisamment pour scolariser les enfants. Il ne faut pas que les enfants aient travaillé dans la cacaoculture. Quand moi je vais par exemple et que je leur dis, les enfants doivent aller à l'école, ils te posent le problème. C'est vrai, je veux que mon enfant parte à l'école, mais je n'ai pas de moyens, qu'est-ce que je fais? Ou alors le monsieur, il a 2, 3, 4, 5 enfants, il n'a pas de moyens pour les mettre à l'école. Il dit, monsieur, on fait quoi? Parfois, certains planteurs, à force de sacrifices, parviennent à envoyer leurs enfants à l'école avec l'argent du cacao. C'est le cas de M. Zongo. Il travaille dans le cacao depuis 30 ans. Ici, il n'y a pas d'esclaves. M. Zongo est très fier d'un de ses fils, Guélilou. Il réussit à l'école. Il est venu aider son père pendant ses vacances scolaires. Donc toi, tu fais des études? Oui, j'ai fait des études. Oui. Des études de quoi? Cette année, je vais faire histoire. Je viens d'avoir le bac cette année, donc je vais aller continuer l'université. C'est la misère. Pour pouvoir me scolariser, là, souvent, ce sont des problèmes. J'arrive à payer la première tranche, mais les deuxième ou troisième tranches, là, ce sont des problèmes. Ce prix du cacao, l'argent du cacao, là, c'est dans 2 mois seulement. Après ça, c'est fini. Aux côtés de Guélilou se tient son petit frère. Lui ne va plus du tout à l'école. Son père a dû faire un choix. C'était l'un ou l'autre. Il n'y a pas l'argent pour l'argent. L'argent, c'est trop petit. Hein? L'année passée, 700. Ou cette année, 750. C'est pas bien. Trop fatigué. Il n'y a pas l'argent. Vous voyez, non? Tu vas balayer jusqu'à rien, même, on ne peut pas marcher encore. Tout est cassé. Il n'y a pas l'argent. C'est pas bon, hein? Ces enfants-là qui m'ont aidé un peu. Tu vas à l'école? Non. Il a été à l'école, mais il a laissé. Et s'il avait les moyens, si ton papa avait les moyens, est-ce que tu préférerais aller à l'école ou travailler? On continue de carrer au soir, on a un bahon. On continue. On continue. Ouais, je vais continuer. Il dit qu'il allait continuer ses études. Les industriels vendent 100 milliards de dollars de chocolat chaque année.
Un cultivateur de cacao, d'après l'Agence française de développement, gagne moins d'1 euro par jour. Il gagnait 3 fois plus dans les années 80. Et si l'arme fatale pour arracher les enfants au travail des champs, c'était tout simplement d'augmenter le prix du cacao? C'est une question qui méritait d'être posée aux industriels du chocolat. Direction Davos, petite ville suisse, prisée des grands patrons. Tous les 2 ans, une multinationale du cacao, Barry Callebaut, réunit les poids lourds de l'industrie. Ils se fixent toujours le même objectif, mettre fin à la grande misère. Et ensuite, ils postent de belles images sur Internet. Personne ne veut que les paysans vivent dans la misère, ou que leurs enfants aient faim ou ne puissent pas aller à l'école. Nous sommes clairs là-dessus. On m'a signifié par mail que je ne suis pas le bienvenu à Chocovision. Mais j'espère quand même pouvoir rentrer, en leur rappelant leurs engagements de transparence et en exhibant une jolie cravate. Mais la sécurité de l'hôtel a eu des consignes me concernant. Pas de caméra. Oui, on est à l'extérieur de l'hôtel. Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Ne causez pas d'ennui, d'accord? Sinon, j'appelle tout de suite la police. Go ahead. Allez-y, appelez la police. Pas de caméra ici. De haute lutte, nous avons conquis une petite place sur le trottoir. Bonjour, monsieur le ministre. On peut vous poser une question? Tiens, un ancien ministre du Ghana, à 2 doigts de me parler et puis fermement éloigné. Faut bien le reconnaître, je suis une nuisance. Alors un des organisateurs vient à ma rencontre pour me promettre un interlocuteur. C'est la caméra le problème? Non. Enfin si, les caméras c'est un problème. Mais c'est surtout qu'on ne laisse pas entrer d'autres journalistes que ceux avec lesquels nous sommes déjà en contact. Mais bon, envoyez-moi vos questions et je vous répondrai dès que possible. La question qui me taraude le plus, c'est pourquoi ils n'appliquent toujours pas leurs engagements. En 2001, il y a 18 ans, tous les industriels du chocolat s'étaient engagés à mettre fin au travail des enfants. Ils avaient tous signé un document solennel, notamment à travers la Fondation mondiale du cacao. C'est son porte-parole qu'on m'envoie sur le parking. Il est difficile de trouver des solutions simples aux problèmes complexes du travail des enfants. Ok, mais on est d'accord, la solution « payer mieux les planteurs », elle n'a jamais été appliquée encore. Nous examinons de près les possibilités d'augmenter les revenus des paysans. 18 ans ont passé et vous réfléchissez encore à ce que vous allez faire dans le futur, mais aujourd'hui, vous ne faites rien d'efficace pour réduire la pauvreté. Je ne dirais pas que rien n'est fait. Des entreprises se sont engagées à offrir des primes aux paysans pour augmenter leurs revenus. L'industrie du cacao pèse 100 milliards d'euros par an. Les cultivateurs en touchent 6%. Vous trouvez que c'est suffisant? Ce n'est pas si surprenant pour une matière première. Pensez au coton. Quelle part revient aux paysans quand on achète un jean ou un autre article? Ce n'est pas spécifique au cacao. Bon, je reviens dans 20 ans pour voir si ça s'arrange. Je reviendrai tous les 20 ans. Ça ira mieux avant, j'espère. Un peu d'argent en plus, c'est plus d'enfants à l'école. C'est mécanique. Au village de Troyes 2, les planteurs investissent leurs maigres revenus dans l'avenir de leurs gosses. Ils se sont même cotisés pour embaucher un enseignant. Dans sa classe, ils sont 200 petits élèves. Sous table. Oui. Sous la table. Un bon pour lui aussi. Quand on dit un bas là, est-ce qu'on fait quoi? Un bas. Un bas. Ok. C'est quand nous voyons que les enfants vont au champ, on va voir le parent. Ah, les enfants, on vous dit de mettre les enfants à l'école de 6 à 9 ans. Comment est-ce qu'on vous paye? Bon, je suis payé par mois. Par les parents?
Oui, par les parents. Qui se cotisent? Oui, oui. Et c'est pas l'État qui vous paye? Non, c'est pas l'État. Parce que l'État n'a pas assez d'argent pour payer des professeurs dans les zones pauvres, comme ça? Voilà. Ici, le rêve de chaque planteur est simple, universel, vieux comme le monde. Arracher son enfant à la certitude de la misère. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle entièrement consacrée au glyphosate. En attendant, on reste en contact sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, c'est Complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz.